Alors, oui, quelle fiscalité pour les entreprises transnationales? En réalité, je ne répondrai pas à cette question. Je vais plutôt me concentrer sur les raisons qui poussent un certain nombre d'États, la France en particulier, mais pas seulement, à se poser justement cette question aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il me semble que ces raisons qui poussent les États à s'interroger sur cette question sont tout à fait en phase avec ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est-à-dire un certain nombre d'évolutions très, très profondes de l'organisation des grandes entreprises transnationales et de leur mode de création de valeur au-delà. Alors, c'est un enjeu évidemment très contemporain. Il est clair que l'impact de la crise financière de 2008 sur les États, sur les finances publiques des États, les a incités à se poser des questions dont on mesure l'acuité tous les jours en France, évidemment, comment trouver de nouvelles sources de financement des activités publiques, et puis aussi des questions peut-être liées à certaines activités d'entreprise qui, de plus en plus, justement, étonnent les États, suscitent des réactions. Je pense à ces entreprises que je citerai, mais que nous connaissons évidemment tous, qui manifestement sont très florissantes et pourtant ne payent que très peu d'impôts sur leurs bénéfices auprès des États sur le territoire desquels ils réalisent manifestement une bonne part justement de ces bénéfices. Alors, pour citer simplement un chiffre, un exemple, le Conseil national du numérique, organisme assez sérieux a priori, évaluait en 2012 le montant des revenus générés en France par Google, Amazon, iTunes, donc vous savez, la plateforme de téléchargement de Apple, et le quatrième larron de la bande, c'était Facebook, à environ 3 milliards d'euros sur le territoire français, et dans le même temps, ces entreprises paieraient environ 4 millions d'euros d'impôts au fisc français. Alors, si j'ai pris cet exemple de ces sociétés, ça n'est pas tout à fait par hasard. Il est clair qu'aujourd'hui, les entreprises dites de l'économie numérique, donc qui sont des prestataires de services numériques, ou bien des fabricants aussi d'équipements, d'infrastructures, Apple, Orange, etc. Ces entreprises sont aujourd'hui considérées comme celles qui sont sans doute le plus en pointe, justement dans ces stratégies à la fois, disons-le tout de suite, d'optimisation fiscale, du fait donc de leur organisation dont je vais parler, et aussi du fait de leur mode de création de valeur, qui est pour la peine assez nouveau et que le droit fiscal appréhende encore avec beaucoup de maladresse. Alors avant de présenter certains éléments caractéristiques du fonctionnement de ces entreprises, je crois qu'il est peut-être utile de poser 2-3 évidences pour les fiscalistes, mais je ne sais pas si c'est parfaitement intuitif pour tout le monde ici, évidences qui tiennent en fait à la manière dont fonctionne le droit fiscal international, c'est-à-dire la manière dont les États, entre eux, se répartissent sur le globe le pouvoir d'imposer les entreprises qui ont donc une activité transnationale. Alors, c'est en fait assez simple, en tout cas sur le papier, 2 principes essentiels, 2 questions essentielles. Première question, c'est qui imposer, comment identifier donc, lorsqu'on est par exemple la France, une entreprise que l'on va pouvoir imposer. Puis il y a une deuxième question qui est celle ensuite de savoir qu'imposer auprès de cette entreprise, c'est-à-dire quelle valeur frapper. Alors, un mot simplement sur ces 2 éléments tout à fait basiques. L'identification donc de l'entreprise imposable. Alors, en France, si vous lisez le Code général des impôts, c'est assez simple. La loi française vous dit qu'elle impose au titre de leurs bénéfices les entreprises exploitées en France. Donc, concrètement, c'est quoi? Dans une perspective internationale, ça peut être soit la filiale française d'une entreprise américaine, étrangère, peu importe, donc une personne morale, ça c'est assez simple à appréhender. Et puis ça peut être aussi des choses un petit peu plus sophistiquées qui n'ont pas la personnalité morale. C'est ce que le droit fiscal qualifie d'établissement stable. Ça peut être une succursale, ça peut être une usine, ça peut être un représentant finalement de cette entreprise étrangère qui néanmoins donc a par ce biais une activité en France. Alors, une fois qu'on a identifié le contribuable, l'essentiel est fait, mais il reste encore d'autres éléments à identifier, c'est tout simplement la valeur produite par cette entreprise, par ce contribuable, qui donc sera, le cas échéant, frappé par l'impôt. Alors, c'est pas si simple que ça en a l'air. Je
prends un exemple tout bête, ce micro, Philips, je vois, a été vraisemblablement acheté par le Collège de France, tout cela est en comptabilité, rassurez-vous, a été acheté par le Collège de France, j'imagine, auprès de la filiale française de distribution de l'entreprise, qui elle-même avait acheté ce même bien auprès de la filiale de fabrication, qui doit être installée, j'imagine, en Chine ou quelque part dans cette région. Filiale chinoise qui elle-même avait mis en œuvre des brevets, des plans qui avaient dû être élaborés par des ingénieurs de la côte ouest des États-Unis, tout ça logé et financé par une filiale locale, et puis sans doute aussi par une quatrième filiale de financement qui doit être plutôt localisée dans des petits États de l'océan Pacifique sur lesquels je reviendrai, ça fera office de pré-pause, je vous ferai un peu voyager aux Bermudes, ce sera très sympathique. Bien, donc, quelle est la difficulté pour les différents États, j'en viens d'en évoquer 4, c'est de savoir qui doit imposer quelle part de ces 100, le prix du micro, auprès de chacun de ces 4 États qui ont tous participé, chacune des entreprises y étant installées, ont toutes participé pour une fraction à la création de la valeur représentée par ce micro. Alors la difficulté là, pour les États, elle tient au fait que ces transactions-là, entre 4 entreprises du même groupe, sont des transactions hors marché. Alors elles sont facturées, il y a des flux financiers, enfin comptables en tout cas, sauf que ça se passe hors marché parce que c'est au sein d'un même groupe, c'est des entreprises liées. Et donc, en réalité, c'est l'entreprise qui décide un peu comme elle l'entend a priori, de facturer tel prix plutôt que tel autre. Ces prix, c'est ce qu'on appelle des prix de transfert, c'est une des plus grosses problématiques techniques du droit fiscal international, j'y reviendrai tout à l'heure, et ça peut soulever un certain nombre de difficultés donc d'appréhension, notamment par les États. Alors, j'en arrive à l'essentiel. Voilà donc ces 2 principes de base que les entreprises internationales ont très bien intégrés. C'est leur métier que de les intégrer, ces principes, pour en jouer le cas échéant. Et il est vrai que les États ont de plus en plus du mal à suivre les évolutions, me semble-t-il, de la structuration et de la création de valeur par un certain nombre de grandes entreprises. Alors, comment ça fonctionne concrètement, ces évolutions? Quelles sont donc les difficultés qu'elles génèrent? Je crois qu'on peut identifier 3 points importants, essentiels, que je vais évoquer successivement. D'abord, je le répète, c'est ces modes de création de valeur, s'agissant notamment de ces entreprises de l'économie numérique, qui soulèvent des questions, d'ailleurs, qui rejoignent un peu les difficultés qu'on évoquait avec le droit comptable à l'instant. Mode de création de valeur. Ensuite, j'évoquerai les modes d'organisation des entreprises. C'est là qu'on ira un petit peu aux Bermudes. Et enfin, je dirai un mot des modes de rétribution des actionnaires qui également évoluent et qui soulèvent à nouveau des difficultés. Alors, je commence par les modes donc, de création de valeur. Vous le savez tous, aujourd'hui, les plus grosses capitalisations mondiales, ce sont Apple, Google, devant Exxon, plus gros pétrolier mondial, qui donc n'a qu'environ 400 milliards de dollars de capitalisation, donc c'est inférieur aux 2 autres entreprises. Et puis il y a des petits nouveaux qui déjà ont de grosses épaules. Facebook, introduit il y a 2 ans environ en bourse, a pesé assez vite 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec une caractéristique commune à ces entreprises de l'économie numérique, qui est d'avoir assez peu d'employés. Facebook, je crois que c'est 3000 employés, 100 milliards de capitalisation, 3000 employés, enfin, le ratio est assez phénoménal. Et surtout de ne pas avoir finalement d'usine. Apple sous-traite absolument tout, de ne pas avoir tellement de machines, alors des ordinateurs bien sûr, mais pas tellement de grosses infrastructures. Bref, de n'avoir pour l'essentiel que des idées. Ce sont ces idées qui génèrent de l'argent. Juridiquement, les idées, ça prend la forme de brevets, ça prend la forme de savoir-faire, ça prend des formes donc qui sont appréhensibles par le droit à travers ce qu'on appelle des instruments immatériels, des incorporels, dit-on en comptabilité. Et ce sont ces incorporels qui font donc la richesse finalement de ces entreprises, qui produisent la valeur de ces entreprises. Alors, où est le problème? Le problème du point de vue, en tout cas, du droit comptable d'abord et ensuite du droit fiscal, qui là-dessus fonctionne ensemble,
c'est un problème bien sûr d'évaluation de tout cela. Combien coûte la marque Apple, qui fait quand même que vous mettez une pomme sur n'importe quoi qui ne sert à rien, tout le monde se précipite, on a tous notre machin Apple. Bon, je vous assure que vous mettez un autre logo dessus, ça marche moins bien. Donc la marque Apple a une valeur, c'est certain, mais comment l'évaluer? Comment évaluer Google? Pour beaucoup, Google, vous le savez, sa fortune, c'est que ça marche mieux qu'Yahoo. Et pourquoi ça marche mieux? Parce qu'il y a un algorithme, c'est-à-dire une formule mathématique, qui produit donc la valeur finalement, l'intérêt que Google suscite. Mais comment évaluer tout cela? C'est particulièrement difficile, le droit comptable et le droit fiscal sont à la peine en tout cas. Et puis surtout que c'est ensuite au regard de ces incorporels que des redevances vont être versées. Alors là, j'entre sur un terrain plus technique, je vais essayer de simplifier, mais concrètement, ces entreprises de l'économie numérique vont être rémunérées par certaines de leurs filiales, justement en leur louant, si vous voulez, en leur concédant l'autorisation de commercialiser la marque, de commercialiser une formule. Et là, c'est la même chose. On est face à des prix de transfert que j'évoquais tout à l'heure, qui sont extrêmement difficiles à évaluer. Un exemple dont on a parlé dans la presse il y a quelques mois, McDonald's. Alors, c'est des chiffres que j'ai repris de la presse économique. McDonald's les a mollement contestés. Alors, apparemment, depuis 2009, l'ensemble des enseignes McDo France aurait payé seulement quelques millions d'euros d'impôts en France. Et dans le même moment, McDo France versait pour le droit d'utiliser la recette du Big Mac et les différents savoir-faire de cette chaîne de restauration, versait 2,2 milliards d'euros aux filiales luxembourgeoises et suisses de McDonald's. Donc, vous voyez l'importance de ces flux financiers liés donc à ces incorporels, le brevet de comment on fait la recette du Big Mac, pour prendre cet exemple. Donc le droit fiscal a beaucoup de mal à appréhender cela, et c'est particulièrement vrai, dernier exemple, avec un nouvel incorporel qui se développe et qui devient tout à fait essentiel lorsqu'on se concentre sur les entreprises de l'économie numérique. C'est ce qu'un excellent rapport publié il y a maintenant un an par Pierre Collin et Nicolas Collin, un rapport commandé par le ministère des Finances, qualifiait de travail gratuit. Aujourd'hui, pour l'essentiel, Facebook gagne de l'argent parce que Facebook est alimenté des données personnelles que certains mettent sur le site, et c'est grâce à ces données personnelles, fournies donc gratuitement par les utilisateurs que nous sommes, que ensuite Facebook peut notamment faire de la publicité ou vendre de la publicité ciblée et donc générer beaucoup de revenus. Et ça, comment évaluer donc cet actif, générateur de profit pour Facebook? C'est extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué que c'est des données qui ne sont pas véritablement contrôlées au sens juridique par Facebook, mais néanmoins, c'est bien ça qui rapporte de l'argent à Facebook. Voilà donc, en quelques mots, la première difficulté, c'est ces modes de création de valeur associés à des actifs incorporels que le droit comptable et le droit fiscal appréhendent très mal. Deuxième élément, et c'est là qu'on part aux îles Caïmans, deuxième difficulté à laquelle le droit fiscal est confronté, c'est les modes d'organisation des entreprises transnationales. Alors, le tax planning en anglais, optimisation fiscale en français, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est toutefois quelque chose qui se développe et avec une importance tout à fait singulière aujourd'hui dans le secteur de l'économie numérique. Pourquoi ? Parce que ces entreprises, dès leur création, c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour Google, etc., intègrent ce défi consistant à tenter, au cas où elles gagneraient de l'argent à l'avenir, d'optimiser, donc dès leur création, en fait, la répartition des charges et des ressources sur la planète entière pour donc minorer l'imposition. Alors, comment ça marche concrètement ? Je vais vous donner quelques recettes qui sont très connues, je ne révélerai absolument aucun secret.
imaginons que vous souhaitiez lancer, je ne sais pas, un concurrent potentiel à Google. Alors, la première chose que vous ferez, très évidemment, eh bien, c'est de créer une filiale qui accueillera l'ensemble de vos incorporels que je viens d'évoquer, votre algorithme par exemple, et vous la logerez dans un paradis fiscal, les Bermudes, les îles Caïmans font ça très très bien. L'intérêt, c'est que ces territoires n'imposent pratiquement pas les revenus des entreprises qui y sont localisées, et donc en particulier pour Google, donc par exemple, n'imposeront pas les redevances très importantes versées par les différentes filiales du monde entier à cette entité qui est située dans un paradis fiscal. Alors pour Google, c'est les Bermudes, justement. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Tous les avocats fiscalistes vous font ça en 2 minutes. C'est vraiment l'enfance de l'art. Alors, ça n'est pas tout, parce qu'on ne peut pas non plus tout envoyer aux Bermudes. Il n'y a pas grand monde qui accepte d'aller travailler là-bas. Donc ensuite, deuxième élément, une fois que vous avez logé vos incorporels dans cette filiale, il faut aussi localiser ce qu'on appelle les filiales opérationnelles. Alors pour Google, c'est les commerciaux pour l'essentiel, qui vont ensuite faire du démarchage pour vendre des espaces publicitaires sur Google. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Bon, ça c'est très simple également, vous allez privilégier des États où on peut vivre, par les Bermudes, et qui par ailleurs offrent des conditions fiscales avantageuses. Alors soit un taux d'impôt sur les sociétés faible, l'Irlande, c'est l'Union européenne, je vous le rappelle, l'Irlande, vous avez un taux d'imposition des sociétés, des bénéfices des sociétés qui est 12,5%, c'est un tiers à peu près du taux français. Vous pouvez aller aussi au Luxembourg, qui alors vous offre des conditions très intéressantes si vous avez des revenus tirés de brevets. 80% de ces revenus sont exonérés au terme de la loi luxembourgeoise. Et donc pour garder mon exemple Google, précisément, Google a installé sa principale filiale opérationnelle pour le monde, moins les États-Unis, en Irlande, et c'est de là donc que sont passés les coups de fil qui conduisent à démarcher des entreprises françaises et à signer des contrats avec des entreprises françaises qui souhaitent faire de la publicité sur Google. Alors, c'est pas tout, il faut aussi penser à un troisième site de localisation d'une de vos filiales. C'est souvent important d'avoir ce qu'on appelle des filiales, ou en tout cas une, dans un état tunnel. Qu'est-ce que c'est qu'un état tunnel? Eh bien, c'est un état qui permet d'éviter les soucis causés par d'autres États comme la France, qui ont parfois tout à fait mauvais goût. La France tente de capter en amont les flux financiers qui quittent son territoire pour aller dans des paradis fiscaux. Le droit français donc pratique ce qu'on appelle une retenue à la source pour ces différentes redevances donc versées par Google France, qui a quand même une entité française, potentiellement aux Bermudes. Alors, il se trouve qu'il y a une possibilité de contourner cela, c'est justement de passer par ce qu'on appelle un état tunnel, l'expression est assez claire. Cet état tunnel, en Europe, il y en a un qui est extrêmement performant, ce sont les Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, justement, à la différence de la plupart des autres États européens, ne pratiquent pas une telle retenue à la source. Donc quand vous êtes Google, puisque c'est toujours l'organisation de Google dont je parle, vous l'avez compris, vous faites quoi? Alors en réalité, moi je suis une entreprise française, je fais un chèque à une première filiale installée en Irlande, qui va encaisser ce chèque, et qui va verser elle-même une redevance très importante, c'est à peu près les 3/4 en fait de la rémunération, à Google Pays-Bas, qui a obtenu la sous-concession des brevets. Bon. Tout cela se fait sans retenue à la source parce qu'on est à l'intérieur de l'Europe, donc liberté communautaire de circulation. Bref, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas d'imposition concrètement. Et ensuite, il se trouve que la filiale néerlandaise pourra reverser 100% pratiquement de cette redevance à une autre filiale. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est la filiale qui est soumise au droit des Bermudes, celle que j'évoquais tout à l'heure, sauf qu'elle est aussi localisée en Irlande, pour des raisons de droit irlandais et de droit des Bermudes que je ne vais pas détailler. Mais là, je viens de vous décrire la manière finalement dont l'immense majorité des revenus de Google échappent totalement à l'impôt, grâce à une recette que tous les fiscalistes connaissent parfaitement, que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle le Double Irish, enfin je vais vous le faire en français plutôt, donc c'est le double irlandais et le sandwich néerlandais, puisque vous l'avez vu, une société néerlandaise prise en sandwich
entre deux sociétés installées physiquement en Irlande, mais dont l'une des deux dépend de règles, en l'occurrence des Bermudes, en tout cas d'un paradis fiscal. Tout ça, donc, vous permet d'échapper à l'impôt sur les sociétés au titre de ces revenus, en tout cas pour l'essentiel de ces revenus. Alors, je termine peut-être rapidement avec un troisième point qui peut être évoqué et qui, là aussi, pose des vraies difficultés au droit fiscal. Ça tient aux modalités de rétribution des investisseurs. Alors là, un économiste serait beaucoup mieux outillé que moi pour vous décrire les modèles d'affaires sur lesquels se fondent la plupart de ces entreprises de l'économie numérique. Ce qui est certain, c'est que toutes ont intégré l'idée selon laquelle précisément elles n'étaient pas pérennes, parce que, en fait, ce secteur de l'économie numérique croît extrêmement vite, se développe très vite, mais il y a beaucoup de morts, et puis surtout, justement, les modes changent, et sans doute, je ne fais aucun pari, mais on peut supposer que dans 10 ans, Facebook n'existera plus, parce qu'on aura trouvé un nouveau machin que les adolescents préféreront. En tout cas, les investisseurs ont très bien compris qu'il fallait essayer de gagner de l'argent relativement vite, et pas tant donc en développant un modèle qui s'installe durablement et qui verse des dividendes sur le long terme, mais plutôt en essayant justement, c'est les startups, de développer une croissance très rapide qui permette aux investisseurs de se séparer en fait assez vite de leur bébé en dégageant une plus-value importante. C'est ça la rémunération recherchée par les investisseurs, c'est de la plus-value de cession des titres. Alors concrètement, ça soulève trois difficultés du point de vue fiscal. Première difficulté, déjà c'est que beaucoup de ces entreprises, pendant très longtemps, apparaissent comme florissantes, croissent considérablement, acquièrent des parts de marché tout à fait formidables, tout en perdant de l'argent. L'exemple le plus frappant, c'est Amazon. Amazon, entre 1980, je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 2005 en tout cas, pendant les pratiquement 10 premières années de son développement, Amazon n'a fait que perdre de l'argent, en investissant énormément, avec évidemment derrière des investisseurs prêts à mettre beaucoup d'argent pour cela. Donc c'est entre 1995 et 2003, c'est cela, 3 milliards de déficit qui a été généré par Amazon. Et donc évidemment, qui dit déficit, dit absence de bénéfices et donc absence d'imposition, alors même donc que l'entreprise était en croissance et finalement s'avérait finalement florissante. Deuxième élément, lorsque ces entreprises commencent à gagner de l'argent, à dégager des bénéfices, eh bien grâce notamment à cette organisation subtile que j'évoquais, elles ont tendance à éviter de distribuer des dividendes, ce qui pose un problème aux administrations fiscales. Alors, soit parce qu'elles réinvestissent tout, c'est ce que Google dit faire pour l'essentiel, d'où ces programmes invraisemblables de Google Earth, Google machin, Google bidule. Voilà, il faut réinvestir de l'argent, alors on crée de nouvelles choses. Certaines ont une vraie utilité, d'autres moins. Bon, l'idée est de réinvestir, donc de ne pas verser de dividendes en tout cas. Ou sinon, ce qui est aussi possible de faire, Apple préfère ça, eh bien, c'est de thésauriser finalement, de thésauriser en gardant dans son coffre des Bermudes ou des îles Caïmans beaucoup de trésorerie, 145 milliards environ de dollars de trésorerie pour Apple aujourd'hui. Mais donc, vous ne distribuez pas de dividendes. En fait, vous attendez, surtout lorsque vous êtes filiale d'une entreprise américaine comme Apple, vous attendez ce qu'on appelle une tax holiday, c'est-à-dire une loi que le Congrès américain, tous les 10, 20 ans, ça peut être un peu plus, là, adopte pour permettre justement un rapatriement pratiquement en franchise d'impôt ou avec une imposition très faible de ces sommes qui ont été mises de côté. Et on ne peut pas reprocher à Apple de mettre ces sommes de côté dans un État qui existe. Donc cette attente dans la perspective d'une loi ad hoc motive, semble-t-il, la plupart de ces entreprises de l'économie numérique. Alors la dernière chose que vous pouvez faire quand vraiment vos actionnaires sont extrêmement... comment ça à vous travailler au corps pour obtenir des dividendes, ce qui est le cas d'Apple depuis maintenant quelques temps, eh bien, plutôt donc que de piocher dans cette trésorerie, alors vous irez emprunter de l'argent, plus exactement, vous émettrez des titres obligataires, techniquement c'est à peu près la même chose. C'est ce que fait Apple en ce moment, vous le savez, puisque Apple a prévu de verser 100 milliards de dollars de dividendes quand même, ça n'est pas rien
à ses actionnaires sur 3 ans en empruntant donc de l'argent. Pourquoi? Parce que d'après le Financial Times, une économie de 9 milliards de dollars d'impôts est réalisée par cette technique de l'emprunt, plutôt donc que de piocher, ce qu'on aurait tendance à faire intuitivement, dans les caisses de l'entreprise, sauf que, comme je vous le disais, ces caisses étant dans un paradis fiscal, mieux vaut les laisser où elles sont tranquillement en attendant donc une éventuelle tax holiday. Alors, pour tout à fait conclure, je ne sais pas si tout cela vous terrifie ou pas. En tout cas, plutôt une bonne nouvelle, finalement, c'est que tout ce que je viens de décrire là est légal, sous réserve de certains abus, mais tout cela est parfaitement conforme, disons, au droit international. La bonne nouvelle, c'est que le droit, ça peut se changer. C'est produit par des hommes. Donc tout ce qui est légal aujourd'hui peut tout à fait, demain, devenir illégal si les autorités d'édiction des normes le décident. Alors évidemment, c'est là que les choses peuvent se compliquer. Il n'est pas certain que ce soit si simple de mettre autour d'une table et de faire s'entendre l'ensemble des États concernés par les montages que je viens d'évoquer. C'est sans doute plus compliqué, en tout cas, que pour les entreprises de comprendre la recette du sandwich néerlandais, puisque vous-même, j'espère, vous l'avez comprise. Voilà, je vous remercie.